Le silence pesait plus lourd que le rôti sur la table. Un silence assourdissant qui résonnait dans chaque recoin de notre salle à manger parisienne, aux boiseries sombres et aux lourds rideaux de velours. C'était mon 70e anniversaire, un jalon que j'avais imaginé célébrer avec la chaleur d'une famille unie, le rire cristallin de mes petits-enfants résonnant joyeusement entre les murs séculaires et la fierté tranquille d'une vie bien remplie, dédiée à la construction d'un héritage. J'avais rêvé de toasts sincères, de souvenirs partagés, d'un moment de communion authentique. Au lieu de cela, chaque rire étouffé, chaque chuchotement complice, chaque regard échangé entre les membres de ma famille me transperçait comme des aiguilles glacées, des fragments de glace s'enfonçant douloureusement dans ma chair, atteignant mon âme. J'étais là, au bout de la grande table en bois massif, une pièce maîtresse héritée de mes ancêtres, un fantôme invisible dans ma propre maison, le manoir des chênes. Cette demeure, je l'avais bâtie, pierre par pierre, rêve après rêve, avec la sueur de mon front, l'ingéniosité de mon esprit et l'amour inconditionnel de mon cœur. Elle était le reflet de ma vie, de mes luttes, de mes triomphes. Mon assiette, autrefois un symbole d'abondance et de partage, de festins joyeux et de conversations animées, restait pleine, intouchée, son contenu riche et coloré, le canard à l'orange, les légumes croquants, la sauce onctueuse, contrastant cruellement avec le vide abyssal qui m'habitait. Mon verre, vide, reflétait le néant de ma présence, une absence palpable au milieu de cette effervescence forcée, de cette mascarade de célébration. Mon cœur, lui, était une coquille brisée, vidée de toute substance, un organe douloureux et palpitant qui ne demandait qu'à s'arrêter, à cesser cette souffrance silencieuse. Mon fils unique, Julien, s'est levé, un sourire forcé plaqué sur son visage, ses yeux fuyants, évitant mon regard, comme s'il craignait de croiser le mien et d'y lire le reproche. Il tenait dans ses mains un petit paquet, soigneusement emballé dans du papier brillant, orné d'un ruban doré, d'une perfection presque clinique. Mon cœur a fait un bond, une étincelle d'espoir si fragile, si ténue, s'allumant dans les ténèbres de mon âme. Était-ce enfin le geste, le mot, la reconnaissance que j'attendais depuis si longtemps, un signe de son affection, de son respect, de sa gratitude pour toutes ces années de dévouement, de sacrifice? J'ai tendu la main, l'anticipation mêlée d'une pointe d'espoir fragile, presque désespérée, une dernière tentative de croire en notre lien. Le papier s'est déchiré sous mes doigts tremblants, révélant une petite boîte en velours sombre, d'une élégance trompeuse. À l'intérieur, un objet métallique, froid et brillant, a capté la lumière du grand lustre en cristal, renvoyant des éclats aveuglants. Un badge. Un badge avec une inscription gravée, ses lettres froides et implacables, comme un verdict sans appel. Maison de retraite Les Charmilles, votre nouveau chez vous. Le monde a basculé. Le brouhaha joyeux de la pièce, les éclats de voix, le tintement des vers, tout s'est transformé en un bourdonnement lointain, irréel, comme si j'étais plongé sous l'eau, le son étouffé et déformé. Les visages autour de moi, flous, indistincts, leurs expressions se dissolvant dans une brume de choc et d'incrédulité, de gêne mal dissimulée, un badge de maison de retraite, pour mon 70e anniversaire, mon propre fils. La gifle n'aurait pas été plus retentissante, plus humiliante, plus dévastatrice. C'était un message clair, brutal, sans équivoque, gravé dans le métal froid et dans mon cœur. J'étais vieux, j'étais un fardeau, j'étais bon à être rangé, mis de côté, oublié. Les Charmilles, je connaissais. Un établissement luxueux, certes, avec ses jardins impeccables, ses chambres confortables et ses activités organisées, mais une prison dorée pour ceux dont on ne voulait plus, une antichambre de l'oubli, une salle d'attente pour la fin, une décharge pour les souvenirs, les expériences, la vie elle-même, une façon polie de se débarrasser des aînés. Une douleur aiguë m'a transpercé la poitrine, plus vive que n'importe quelle blessure physique, plus profonde que n'importe quelle cicatrice. Une douleur qui rongeait mes entrailles. C'était la douleur de la trahison, de l'ingratitude la plus crasse, de l'abandon le plus cruel et le plus lâche. J'avais tout donné à Julien. Mes nuits sans sommeil passées à veiller sur lui, mes jours de labeur acharné pour bâtir notre empire familial, mes économies durement gagnées investies dans son éducation et ses projets, mon temps précieux sacrifié pour ses besoins, mon amour inconditionnel, sans jamais rien demander en retour. J'avais bâti cette fortune, ce manoir, cette vie confortable pour lui, pour son avenir, pour qu'il ne manque jamais de rien, pour qu'il puisse s'épanouir sans les contraintes que j'avais connues, sans les privations qui avaient marqué ma jeunesse. Et voilà ma récompense.
Un ticket pour l'oubli, un aller simple vers une existence solitaire et dénuée de sens, loin de tout ce que j'avais construit. Mes yeux se sont posés sur Julien. Son sourire s'était figé, une gêne évidente dans son regard, une lueur de panique à peine dissimulée, comme s'il réalisait l'ampleur de son geste. Il attendait ma réaction, sans doute un rire forcé, une acceptation résignée, une soumission silencieuse, une preuve de ma faiblesse. Mais il n'y aurait ni l'un ni l'autre. Une rage froide a commencé à monter en moi, une détermination inébranlable, une force nouvelle puisant sa source dans la profondeur de ma blessure, dans l'humiliation que je venais de subir. Si c'était ça, son plan, alors il allait être déçu, très déçu. Le manoir des Chênes, cette bâtisse majestueuse qui avait abrité tant de générations de notre famille, qui avait été le témoin silencieux de nos joies et de nos peines, de nos naissances et de nos deuils, ne serait pas sa propriété. Pas après ça, pas après cette insulte, cette tentative de me reléguer au passé, de m'effacer de l'équation. Je me suis levé, le badge serré dans ma main, sa froideur métallique contrastant avec la chaleur brûlante de ma colère, une colère juste et légitime, une indignation profonde. Tous les regards se sont tournés vers moi, l'agacement se mêlant à une curiosité malsaine, une attente morbide comme si j'étais un spectacle. J'ai senti les mots se former dans ma gorge, lourds de sens, prêts à exploser, un torrent de révélations qui allait tout emporter sur son passage. Le dîner, la fête, tout allait basculer dans l'instant. Je le savais, et j'étais prêt à affronter les conséquences, quelles qu'elles soient, aussi terribles soient-elles. Car la vérité, même amère, est toujours préférable au mensonge, à l'illusion, à cette façade hypocrite. Et ce soir, la vérité allait enfin être révélée, dans toute sa brutalité. Le poids de ce secret m'avait écrasé pendant des mois, me privant de mon souffle, de ma joie de vivre, de ma dignité. Chaque jour était un fardeau insupportable. Chaque nuit, une insomnie peuplée de cauchemars, de remords, de regrets. Je revoyais la scène, les visages accusateurs, les murmures incessants, les chuchotements malveillants. « Votre femme a fait ça ». Cette phrase, prononcée avec tant de conviction par ma belle-mère, avait semé le doute, la discorde, la désintégration de ma famille. Et moi, j'avais laissé faire. J'avais laissé cette graine de poison germer, grandir, s'épanouir, étouffer tout ce que nous avions construit avec tant d'amour et de dévouement. Mais plus maintenant. Je ne pouvais plus supporter ce silence assourdissant, cette indifférence blessante, cette injustice flagrante. J'étais un homme brisé, oui, mais pas vaincu. J'allais me battre. Non pas avec des poings, mais avec la vérité. La seule arme capable de percer les cœurs endurcis, de briser les chaînes de l'ignorance, de révéler la lumière. J'ai regardé ma belle-mère, Madame Dubois, celle qui avait allumé la mèche de cette bombe à retardement. Son visage était impassible, ses yeux perçants emplis d'une satisfaction malsaine. Elle savourait ma détresse, ma solitude, ma déchéance. Elle pensait avoir gagné, mais elle se trompait lourdement. Elle ne savait pas ce qui allait se passer. Personne ne le savait, sauf moi. Et bientôt tout le monde le saurait, dans toute sa cruauté. Le moment était venu de lever le voile, de déchirer le tissu des mensonges et des illusions, de révéler la vérité, aussi choquante, aussi dérangeante soit-elle. Mon cœur battait à tout rompre, un tambour de guerre résonnant dans ma poitrine, mais ma voix serait ferme, inébranlable, ma détermination, inébranlable. J'allais parler, et ils allaient m'écouter, qu'ils le veuillent ou non. Pour la première fois depuis des mois, j'allais être entendu, ma voix allait porter, et ce serait le début d'une nouvelle ère, une ère de vérité, une ère de réconciliation ou de destruction totale, mais au moins, ce serait la fin de ce purgatoire, la fin de cette torture silencieuse, la fin de cette vie de fantôme. Je me suis redressé, sentant chaque muscle de mon corps se tendre, chaque fibre de mon être se préparer au combat. Le souffle court mais l'esprit clair aiguisé comme une lame. Le moment était venu, le silence était palpable, l'attente insoutenable, presque suffocante. Tous les yeux étaient rivés sur moi, leurs expressions variant de l'agacement à la curiosité, de l'incrédulité à l'hostilité, mais aucune trace de compassion. C'était bien, je n'en avais pas besoin. J'avais besoin de leur attention. Et je l'avais. J'allais l'utiliser. Pour tout changer. Pour toujours. La vérité allait éclater. Et rien ne serait plus jamais comme avant. La table, autrefois un lieu de rassemblement joyeux, était devenue une arène. Et moi, le gladiateur solitaire, prêt à affronter les fauves de l'ignorance et du jugement. Chaque seconde qui s'écoulait était une éternité. Chaque battement de mon cœur, un compte à rebours vers l'inconnu. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un brouillard cotonneux, une sorte de torpeur irréelle.
comme si j'étais sous l'effet d'un anesthésiant. Les conversations, les rires forcés, les vœux d'anniversaire hypocrites, tout me parvenait comme un écho lointain, déformé, vidé de son sens, une cacophonie insupportable. Mon esprit était ailleurs, bien loin de cette table festive, perdu dans les couloirs silencieux du manoir des chênes, dans les souvenirs qui s'y accrochaient, comme des lierres tenaces aux vieilles pierres, chaque recoin résonnant de ma propre histoire. Chaque pièce, chaque tableau accroché au mur patiné, chaque meuble ancien et précieux racontait une histoire, mon histoire, l'histoire de ma famille, de mes ancêtres. Ce manoir n'était pas qu'une simple propriété, un ensemble de briques et de mortiers, c'était le fruit de mon labeur acharné, le témoignage tangible de mes sacrifices innombrables, le sanctuaire sacré de mes rêves les plus chers, le cœur battant de ma lignée. J'avais investi chaque once de mon énergie, chaque centime de ma fortune, chaque parcelle de mon âme pour le restaurer, l'embellir, en faire un héritage digne de ce nom, un phare pour les générations futures, un lieu où l'on se sentirait toujours chez soi. Et Julien, mon propre sang, mon unique héritier, venait de me signifier, par ce geste odieux, qu'il n'en voulait pas, du moins pas avec moi dedans. Il voulait la coquille vide, le symbole sans l'âme, le prestige sans la présence, le profit sans le respect. Je me suis retiré tôt, prétextant une fatigue soudaine et accablante, un mal de tête lancinant. Dans le calme oppressant de ma chambre, le badge posé sur ma table de chevet brillait sous la faible lumière de la lune. Un rappel cinglant et cruel de l'affront que je venais de subir, une cicatrice fraîche sur mon âme. J'ai repensé à Julien, à l'enfant que j'avais élevé avec tant d'amour et de dévouement, à ses premiers pas, à ses premiers mots, à ses rires d'enfant. Je l'avais choyé, protégé, lui offrant toutes les opportunités que je n'avais jamais eues, toutes les portes que j'avais dû forcer avec acharnement. J'avais travaillé sans relâche, jour et nuit, pour lui assurer un avenir sans souci, une vie de privilèges, loin des difficultés que j'avais rencontrées, des privations qui avaient forgé mon caractère. J'avais renoncé à mes propres passions, à mes voyages lointains, à mes loisirs, à mes désirs personnels, pour me consacrer entièrement à son éducation, à son bien-être, à son bonheur. Et maintenant, il me renvoyait l'ascenseur avec un badge pour une maison de retraite. La gratitude était une monnaie rare, semble-t-il, une vertu oubliée dans ce monde matérialiste, où seul l'argent semblait avoir de la valeur. La nuit a été longue, interminable, peuplée de cauchemars et de réflexions amères, de souvenirs douloureux et de questions sans réponse. Chaque heure qui s'écoulait était une torture, chaque pensée un coup de poignard. Mais au milieu de cette tempête émotionnelle, de ce chaos intérieur, une clarté inattendue a émergé, une lumière perçant les ténèbres, une étincelle de rébellion. Je ne serai pas la victime, je ne me laisserai pas reléguer au rang de souvenirs encombrants, de fardeaux à éliminer, de vieil homme inutile. Le manoir des chênes était à moi, et j'en ferais ce que bon me semblait. Et ce ne serait certainement pas un cadeau pour un fils ingrat, dénué de toute considération, de toute humanité. Le lendemain matin, une détermination nouvelle m'habitait, une force tranquille et inébranlable, comme une armure forgée dans la douleur. Je me suis levé avant l'aube, le cœur léger malgré la douleur persistante, le corps revigoré par cette nouvelle résolution. J'ai parcouru les pièces du manoir, chaque pas résonnant dans le silence majestueux, chaque écho me rappelant la grandeur et l'histoire de ces lieux. J'ai touché les murs froids, les boiseries sculptées, les tapisseries anciennes, sentant l'âme de la maison vibrer sous mes doigts. Je me suis arrêté devant le grand salon, où trônait le portrait de mes ancêtres, leurs regards sévères mais bienveillants posés sur moi, comme s'ils m'observaient, me jugeaient, m'approuvaient. Ils m'observaient, silencieux, comme des juges éternels, des gardiens du passé, des témoins de ma lignée. J'ai senti leur approbation, leur force, leur sagesse m'envahir, me donnant le courage nécessaire pour ce qui allait suivre. Ce manoir avait une âme, une histoire, une dignité. Il méritait un destin plus noble que de devenir un simple trophée pour un homme qui ne le respectait pas, qui ne voyait en lui qu'une valeur monétaire, un investissement. J'ai passé la journée à faire des appels, à organiser, à mettre en place mon plan avec une précision chirurgicale, chaque détail pensé et repensé. J'ai contacté Maître Dubois, mon notaire de longue date, un homme discret et loyal, dont la réputation d'intégrité n'était plus à faire. Il a écouté mes instructions avec son calme habituel, sans poser de questions, mais je pouvais sentir son étonnement à travers le combiné, une légère inflexion dans sa voix, une pause inhabituelle. J'ai également appelé Madame Dubois, la directrice de la fondation Les Muses Écloses,
Une femme passionnée, dévouée corps et âme à sa cause. Offrir un refuge et un espace de création à de jeunes artistes talentueux mais défavorisés, des âmes en quête de lumière et d'expression, des esprits libres. Je l'avais rencontré lors d'un gala de charité il y a quelques années, et son engagement, sa vision, son humanité m'avaient profondément marqué, laissant une empreinte indélébile dans mon esprit, une admiration sincère. Je lui ai exposé mon projet, et j'ai senti son enthousiasme grandir à mesure que je parlais, une lueur d'espoir dans sa voix. Julien, lui, était resté silencieux depuis la veille, sans doute absorbé par ses propres pensées, ses propres calculs, persuadé d'avoir gagné. Il devait penser que j'avais accepté mon sort, que j'étais résigné à ma nouvelle condition de vieillard à mettre au rebut, que j'allais docilement me plier à sa volonté. Il se trompait lourdement. La partie ne faisait que commencer, et les règles du jeu venaient de changer radicalement. J'avais les clés du manoir et je savais exactement à qui je voulais les donner. Pas à lui, jamais à lui. Le manoir des Chênes allait avoir un nouveau souffle, une nouvelle vie, loin des mains avides et du cœur froid de mon fils. Ce serait mon dernier acte, mon chef-d'œuvre, ma revanche silencieuse, une œuvre d'art en soi, un témoignage de ma résilience, de ma dignité retrouvée. Je me sentais étrangement serein, une paix intérieure m'envahissant, le calme avant la tempête. Chaque pas dans les couloirs du manoir, chaque regard posé sur les objets familiers, renforçait ma conviction. Ce lieu méritait mieux qu'une simple transaction financière. Il méritait de continuer à vivre, à inspirer, à abriter des rêves. Quelques jours plus tard, j'ai convoqué une réunion de famille au manoir des Chênes, dans le grand salon où tant de décisions importantes avaient été prises, où tant de joies et de peines avaient été partagées. Julien était là, accompagné de sa femme, Marie, dont le visage affichait une gêne palpable, une sorte de malaise évident, et de mes petits-enfants, Lucas et Sophie, qui jouaient innocemment dans un coin, inconscients du drame qui se préparait, de la bombe à retardement qui était sur le point d'exploser. Ma sœur Hélène et son mari Marc étaient également présents, leurs regards interrogateurs posés sur moi, une lueur d'inquiétude dans leurs yeux. L'atmosphère était tendue, lourde d'une attente palpable, presque suffocante, comme si l'air lui-même était chargé d'électricité. Julien avait un sourire suffisant, l'air de celui qui s'apprête à recevoir son dû, le trophée qu'il estimait lui revenir de droit, une arrogance à peine dissimulée. Il ne se doutait de rien, aveuglé par son arrogance et sa cupidité, par sa certitude d'avoir déjà gagné. Je me suis tenu debout devant la cheminée monumentale du grand salon, le même endroit où j'avais reçu le badge de la discorde, le symbole de mon rejet, de mon humiliation. J'ai pris une profonde inspiration, sentant la force de mes convictions m'envahir, une détermination inébranlable ancrée au plus profond de mon être, une flamme brûlant dans ma poitrine. « Je vous ai réunis aujourd'hui », ai-je commencé, ma voix étonnamment calme et ferme, résonnant dans la pièce, chaque mot portant le poids de mes 70 années d'existence, pour une annonce importante. Il y a quelques jours, c'était mon anniversaire, un jalon significatif dans la vie d'un homme, un moment de réflexion et de bilan. Et mon fils, Julien, m'a fait un cadeau mémorable. J'ai sorti le badge de ma poche intérieure, le faisant briller sous la lumière du lustre, un éclat froid et métallique, un symbole de son intention. Un badge pour la maison de retraite Les Charmilles. Un murmure a parcouru l'assemblée, un frisson d'incompréhension et de malaise, de choc. Hélène a posé une main sur sa bouche, les yeux écarquillés de surprise et de tristesse, une larme perlant au coin de son œil. Marie a jeté un regard gêné à Julien, dont le visage pâlissait à vue d'œil, trahissant une nervosité grandissante, une peur naissante. Ce cadeau, ai-je poursuivi, mon regard fixé sur Julien sans scier, sans lui laisser la moindre échappatoire, m'a fait comprendre beaucoup de choses. Il m'a montré où je me situais dans vos pensées, Julien, comme un objet à ranger, à oublier, une relique du passé à mettre au placard, un fardeau dont il fallait se débarrasser. Julien a tenté d'intervenir, sa voix hésitante, un filet de voix, un mélange de gêne et de déni. « Papa, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'était une blague, une façon de... » « Laissez-moi finir, Julien. » L'ai-je coupé, sans élever la voix, mais avec une autorité que je n'avais pas ressentie depuis des années, une autorité retrouvée, inébranlable. Pendant des décennies, j'ai bâti cette vie, ce manoir, cette fortune, avec un seul objectif, vous assurer, à toi et à ta famille, un avenir serein, sans contraintes financières, un avenir où vous pourriez vous épanouir pleinement. J'ai cru que le manoir des Chênes serait le cœur de notre lignée, un lieu de rassemblement, de transmission, un symbole de notre héritage, un ancrage pour les générations futures. Mais il semble que mes efforts aient été mal interprétés,
mes intentions déformées, mes sacrifices oubliés. J'ai fait un signe de tête à Maître Dubois qui est entré dans le salon, une mallette en cuir à la main, son visage impassible. Il a posé des documents sur la table basse, des papiers officiels qui allaient sceller le destin du manoir, des actes irrévocables. J'ai donc pris une décision. Une décision qui, je l'espère, assurera au manoir des Chênes un avenir digne de son histoire et de son âme, un avenir où il pourra continuer à rayonner, à inspirer, à vivre. J'ai regardé Julien droit dans les yeux, son regard fuyant le mien, incapable de soutenir la vérité. Vous m'avez offert un lieu pour finir mes jours. En retour, je vous offre la vérité sur l'héritage. J'ai pris une liasse de documents, les tenant bien en évidence pour que chacun puisse les voir. Par acte notarié, signé ce matin, le manoir des Chênes, avec l'intégralité de son mobilier, de ses collections d'art et de ses jardins, est légué à la fondation Les Muses Écloses. Le choc a été total. Un silence de mort est tombé, plus lourd que jamais, une chape de plomb s'abattant sur l'assemblée, écrasant toute velléité de réaction. Julien a bondi de sa chaise, son visage déformé par la fureur et l'incrédulité, ses mains serrées en poing, tremblantes de rage. « Quoi? Papa? C'est une blague? Tu ne peux pas faire ça. C'est notre héritage. C'est ma maison. » « Non, Julien, ai-je répondu calmement, ma voix inébranlable, ma détermination inébranlable. Ce n'est pas ta maison, c'est la mienne, et elle appartiendra désormais à ceux qui sauront la chérir, la faire vivre et y créer de la beauté, de l'inspiration. La fondation Les Muses Écloses offrira à de jeunes artistes un lieu d'inspiration, un refuge, une chance de s'épanouir, de développer leur talent. Le manoir sera un centre culturel, un lieu de partage, ouvert au public pour des expositions et des ateliers, un véritable foyer pour l'art et la créativité, un lieu où les rêves pourront prendre forme. Mais c'est scandaleux, a hurlé Julien, sa voix perçante pleine de rage, ses yeux lançant des éclairs. Tu me déshérites, pour une bande d'artistes fauchés sans le sou, c'est une insulte. Je ne te déshérite pas, Julien. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin, et bien plus encore. Je te donne une leçon. Une leçon sur la valeur des choses, sur la gratitude, sur l'amour inconditionnel qui ne demande rien en retour, sur le véritable sens de l'héritage. Tu as voulu me mettre à l'écart, me reléguer. J'ai choisi de donner ce que j'ai de plus précieux à ceux qui en feront bon usage, qui en prendront soin, qui y verront plus qu'une simple valeur marchande, qui y verront une âme, un potentiel, une promesse. J'ai tendu la main vers Maître Dubois, qui m'a remis un trousseau de clés, les clés massives et anciennes du manoir des Chênes, lourdes de symboles. Je me suis tourné vers Madame Dubois, la directrice de la fondation, qui était restée discrète jusqu'à présent, les larmes aux yeux, une émotion sincère sur son visage, un mélange de joie et de gratitude. « Madame Dubois, ai-je dit, ma voix chargée d'émotion, je vous remets les clés du manoir des Chênes. Prenez-en soin, faites-en un lieu de lumière, d'espoir et de création, un phare pour l'art et la jeunesse, un lieu où les âmes pourront s'épanouir. » Elle a pris les clés, ses mains tremblantes, ses yeux brillants de gratitude, incapable de prononcer un mot, submergée par l'émotion. « Monsieur Dubois, je ne sais comment vous remercier. C'est un don inestimable, une opportunité incroyable pour nos jeunes artistes, un rêve qui se réalise. » Julien était livide, incapable de prononcer un mot, son corps secoué par une rage impuissante, par la défaite. Sa femme, Marie, le regardait avec une expression de déception mêlée de compréhension, une lueur de tristesse dans ses yeux, comme si elle réalisait enfin la véritable nature de son mari. Ma sœur, Hélène, s'est approchée de moi, les yeux humides, une main posée sur mon bras, un geste de soutien silencieux. « Antoine, c'est une décision courageuse. Je suis fier de toi. »« C'est la seule juste, Hélène, » ai-je répondu, un poids immense s'envolant de mes épaules, une sensation de légèreté m'envahissant, une paix profonde. Je ne suis pas un objet à jeter, et ce manoir n'est pas une simple propriété. C'est un héritage de vie, d'art, de passion, de rêve, de dignité. J'ai regardé Julien une dernière fois. Il était brisé, non pas tant par la perte du manoir, mais par la réalisation de ce qu'il avait perdu, mon respect, ma confiance, et peut-être une partie de l'amour inconditionnel que je lui portais. La vérité était là, nue, implacable. Et maintenant, c'était à lui de décider ce qu'il en ferait, comment il allait vivre avec cette révélation, avec les conséquences de ses actes. Je me suis senti vidé, épuisé par cette confrontation, par l'intensité de l'instant, mais aussi étrangement libéré. Le fardeau que j'avais porté pendant si longtemps venait de s'envoler.
laissant derrière lui un vide immense, mais un vide rempli d'espoir, de possibilités nouvelles. La douleur était toujours là, une douleur sourde et persistante, une cicatrice qui ne disparaîtrait jamais complètement, mais elle était différente. C'était la douleur de la vérité, pas celle du mensonge. Le chemin serait long, semé d'embûches, de doutes et de douleurs, mais au moins, le manoir des chênes aurait un avenir. Et moi, j'avais retrouvé ma dignité, ma paix intérieure, ma liberté. Je n'étais plus un fantôme dans ma propre maison, mais un homme debout, maître de son destin.